quand on entend les gens parler de la migration, ils l'analysent comme un phénomène. Non, la migration, ce n'est pas un phénomène. La migration, c'est un fait social. Alors, regardez là-haut, je vais citer quelques éléments. Alpulaar ena andi to jibina koro andato obeti. Ou bien quand on vous dit kalis kawlo mayanade waduni. Autant de proverbes qui ont existé dans la société alpulaar, dans la société wolof, dans la société soninké, qui ont toujours fait l'apologie du voyage ou de la migration. Parce que la migration, ce n'est pas uniquement un déplacement. Non, la migration, c'est un élément fondamental dans la socialisation et dans la construction de la personne. Avant de parler de la construction du sexe social. Pourquoi la construction du sexe social? Parce qu'on nous a toujours dit dans cette société que la plus belle des femmes, c'est celle qui ne voyage jamais. Les femmes ne voyageaient pas. C'était dans la construction du sexe social. Aujourd'hui, si on interroge, on pourrait dire que la plus belle des femmes, c'est celle qui contribue à l'économie de la famille. Et évidemment, ce qui laisse penser qu'il y a toute une évolution de rapport que nous avons avec l'argent, contribue pour beaucoup à la redéfinition de l'être humain dans nos sociétés. Mais malheureusement, la difficulté que nous avons, on n'a pas une compréhension commune quand on parle de la question de la migration. Dans les pays de destination ou de transit, le discours mobilisé ne reflète pas les réalités des pays de départ. On va revenir sur ça. Alors, je me suis dit que, malheureusement, je suis sociologue et je suis là pour confirmer que je ne comprends rien de la migration. Si on devait faire l'épistémologie de la migration, je dirais que ce n'est pas le fait d'avoir fait une thèse, d'avoir travaillé sur la migration. Depuis 1997, fais-le-moi un spécialiste. Non, je ne connais rien de la migration. Je m'excuse de vous le dire et je vous dirai, je vous comprends pourquoi je ne comprends rien de la migration. Alors, j'ai pris une image que j'avais pu trouver aux îles Canaries en 2006. En 2006, j'ai préparé le retour au Sénégal. Et évidemment, l'histoire de Barsac ou Barsac a beaucoup contribué à mon retour. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas de sens de travailler sur l'immigration et de continuer à enseigner à Toulouse. Donc, il faut rentrer chez nous. Et c'est ce qui m'a mobilisé à rentrer au Sénégal en 2008. 2006, je suis venu. Pour essayer de comprendre, je n'ai rien compris. Je me suis dit, je vais venir m'installer. Je suis revenu et jusqu'à présent, je n'ai pas assez bien compris les questions de migration. Alors, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur un fait, déconstruire les idées reçues autour des migrations. Parce qu'il y a tellement d'idées reçues. Tellement d'idées reçues. Parfois, des gens, mon épouse, qui n'est pas ma cousine, mais je la cite assez souvent, parce qu'elle a une idée sur tout. Je m'excuse auprès de nos mamans qui sont là. Et mon épouse, elle a une idée sur tout. Elle a fait une thèse également, elle pense qu'elle arrive à Et quand on parle des migrations, les spécialistes des migrations, elle essaie d'expliquer. Je dis, mais est-ce que vous parlez de ce que vous avez vu sur le terrain, bien vous parlez autour de ce que vous supposez être la réalité. Et malheureusement, on parle des questions de migration. Tout le monde en parle, sauf les migrants. Alors, est-ce qu'on peut continuer à parler à la place des migrants pour essayer d'apporter une réponse? Aujourd'hui, on ne connaît pas suffisamment les profils sociodémographiques de ceux qui se déplacent. Quelles sont les raisons de ces déplacements? Est-ce que les zones de départ sont forcément des zones d'origine? Je ne suis pas très sûr. La dernière fois, il y avait le ministre de l'Intérieur qui soutenait sa thèse. Comment il s'appelle? M. Tim. J'étais le rapporteur de sa thèse. Je peux provoquer, hein, mais ça s'est limité dans la salle. Hein, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes de tenue dehors. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'au Sénégal, on fait la nuance entre zone de départ et zone d'origine? Je ne suis pas très sûr. Parce que toutes les campagnes de sensibilisation se font au niveau des zones de départ, mais pas forcément dans les zones d'origine. Ça pose problème. Est-ce que les
zones d'arrivée sont forcément les zones d'installation. Je ne suis pas très sûr. Quand les gens quittent Sénégal pour aller aux îles Canaries, Hierro, il reste quelque temps. Après, on les amène au niveau de la péninsule. OK? Et ça, c'est une autre politique que développe l'Espagne, qu'on ne connaît pas. On va revenir sur ça. Est-ce qu'on peut parler d'incohérence ou d'incompréhension? On ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui il y a du gaz, il y a du pétrole, le Sénégal qui gagne la Coupe d'Afrique, poitrine un peu bombée. Mais à côté, les gens quittent le Sénégal. Est-ce que c'est une incompréhension ou bien une incohérence? Au moment où, partout dans la sous-région, le Sénégal fait fantasme. Le rêve, c'est de venir au Sénégal. Est-il possible d'apporter des réponses sans connaître les causes profondes? Mais surtout les causes profondes spécifiques. Parce que ce qui pousse les gens à quitter Louga n'est pas forcément la raison qui pousse les gens à quitter Asséré. Mais malheureusement, on a une politique migratoire d'en haut qui va apporter une réponse pour tout le Sénégal. Je suis désolé, pourquoi on continue à former des jeunes de Kenda pour qu'ils deviennent des agriculteurs alors qu'ils n'ont pas d'espace? 3 FPT, toutes ces politiques, c'est pour pouvoir faire de nos jeunes des agriculteurs. Mais il y a un problème. Pourquoi encourage-t-on des jeunes de Louga à faire de la pisciculture alors qu'ils voient de l'eau très rarement? Ça pose un problème. Alors, est-il possible d'avoir des réponses sans connaître les véritables causes profondes mais spécifiques? Pourquoi les mesures prises ne marchent pas? Hier, 269 jeunes sont arrivés en Espagne. Hier. Ça pose un problème. Alors, essayons de voir. Mais avant, je vais évoquer un fait qui a existé il y a 25 ans. Le 2 août 1999, les corps de 2 jeunes amis sont retrouvés dans le train d'atterrissage d'un avion Conakry-Bruxelles. Les 2 Guinéens, Yakin et Fodé Tunkara, avaient préparé une lettre. Le contenu de leur lettre émeut le monde entier, mais très vite on oublié, mais sans être réellement influé sur les souffrances des populations africaines. Avec leur vocabulaire juvénile, en porte-parole de la jeunesse guinéenne, peut-être de toute la jeunesse africaine, Yakin et Fodé ont dépeint leurs difficultés quotidiennes, mais surtout le rêve et l'espoir d'une vie meilleure. Je vais lire une partie de leur lettre. Conakry, le 29 juillet 1999. Excellences, messieurs les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance pour vous écrire cette lettre, pour vous parler de l'objectif de notre voyage et la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique. Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées dans la vie. À cet effet, soyez notre appui et notre aide, soyez envers nous en Afrique, vous à qui faut-il demander ce secours. Nous vous en supplions pour l'amour de notre beau continent, le sentiment de vous envers votre peuple, votre famille et surtout d'affinité et l'amour de vos enfants que vous aimez comme la vie. Messieurs les membres et responsables d'Europe, c'est à votre solidarité et votre gentillesse que nous vous appelons au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique. Aidez-nous, nous voulons des problèmes de quelques manques de droits de l'enfant. Enfin, je saute plusieurs lignes. Nous vous en supplions de nous excuser très très fort d'oser vous écrire cette lettre. Alors, ce que j'ai retenu, c'est le mot aidez-nous. Mais récemment, des chefs d'État, en recevant la première personnalité de l'Union européenne, ces hommes ont dit à ces messieurs, aidez-nous. Il y a une contradiction. Aidez-nous jusqu'à quand? Je ne comprends pas. Tout comme ces jeunes qui disent que aidez-nous, aidez-nous. Alors, est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette situation d'aidez-nous? Je ne suis pas très sûr. 2006, on a eu, comme qui dirait, une sorte de désenchantement
des désillusions avec cette mondialisation, globalisation qui a pris ses formes et s'est confirmée. Mais 2006 qui confirme cette fin de rêve qui n'a jamais été réalisée. Est-ce qu'on peut parler de fin? Mais on peut se souvenir, les plus jeunes, non, d'un grand chanteur sénégalais qu'on appelait Pachako, avec sa trompette qui faisait le tour des écoles. À l'époque, j'étais à l'école qui nous a fait danser, peut-être même mes oncles également, mais pas vous. Alors Pachako disait, l'an 2000 atumna tangela ku am muñal ku ñak muñal, mais l'an 2000 atumna. L'autre politique disait que l'an 2000 Dakar sera comme Paris. Vous avez l'idée? Ah oui, c'est Senghor. Alors, on est arrivé en 2000, on s'est réveillé et on s'est donné des petits temps pour dire que réveillez-vous, on est en an 2000. Mais est-ce que Dakar est devenu comme Paris? Non. On s'est rendu compte que c'était une promesse qui ne s'est pas connue. Alors, du coup, les populations, on pensait que c'est le moment de se prendre, ou se prendre en charge pour aller vers ce développement. Mais malheureusement, comment se prendre en charge? Parce qu'il faut perdre de vue qu'entre 2000 et 2006, ou même avant 2098, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des villes également? On a eu une déflation rencontre ou existante dans plusieurs espaces, avec des difficultés. Des villes étaient dans l'incapacité de mobiliser des populations qui quittaient des régions. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'excuse de l'espace qu'on commençait à avoir à Dakar. À partir de 2000, le problème de l'hébergement commençait à se poser au niveau de Dakar, avec l'excuse de l'espace. Avec la redéfinition de la famille, c'est plus une famille monogame ou une famille nucléaire que de grandes familles. Alors, on se dit qu'il faut aller chercher des ressources ailleurs et il faut faire en sorte que l'idée de Boy Town soit remplacée par le Coming Town. Des jeunes de SICAP qui n'ont jamais connu l'Europe, sauf lorsqu'ils ont une bourse pour aller poursuivre des études, se sont mis à la place ou à côté de ces jeunes du Djambour, du Bao et autres pour migrer. Pourquoi? Parce que des parents commençaient à être à la retraite et on ne sait plus qui est le Boy Town ou bien le Coming Town. Alors, première contradiction sur les questions de migration. Alors, plusieurs années plus tard, on pensait connaître les questions de migration. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'est passé un problème au niveau de la Libye en 2017. C'est la vente de migrants aux enchères. Et qui n'en a pas parlé à l'époque? On n'arrivait pas à comprendre comment les Africains pouvaient vendre aux Africains. Alors, comment tout ça s'est passé? Sans perdre de vue que ça s'est passé avec le développement des routes migratoires irrégulières qui passaient par le Niger, avec une loi, on peut discuter, qui a posé beaucoup de problèmes, et une loi qui a été mise en place par le Niger. Alors, au fil des années, je résume, 2020, c'est encore l'effroi. Parce que, juste à côté de nous, à Mouk, il y a ce qu'on appelle l'affaire Doudou. L'affaire Doudou, c'est quoi? C'est ce jeune à qui son père ou son papa avait mis dans les bureaux pour partir. Pour une fois, une condamnation a eu lieu à la suite d'un jugement au Sénégal, ce qui confirme la criminalisation de la migration. Aujourd'hui, on est nombreux à dire que oui, il faut criminaliser la migration. Non. La migration irrégulière est criminalisée au Sénégal depuis 2010. La loi existe. Ça existe, cette criminalisation. Avec 5 ans, avec possibilité de 5 ans de prison et une amende de 10 millions. La loi existe. Mais la difficulté que nous avons, c'est que l'élaboration de la loi et l'application de la loi. Ce n'est pas qu'au niveau de cette loi uniquement. Et quelques semaines après, on a découvert que les Sénégalais se retrouvent sur les routes pour se rendre au Nicaragua. 13 000, selon New York Times. 13 000 subsahariens sont arrivés en 2022. 58 000 sont arrivés en 2023. Si vous allez en Mauritanie, il y a un déficit d'enseignants.
plus de 3000 enseignants ont quitté la Mauritanie pour se rendre au Nicaragua. Et une grande partie est passée par Dakar. C'est confirme la porosité de nos frontières, mais n'en parlons pas. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous interdisent de parler de la porosité de nos frontières. Parce que l'Afrique ne connaît pas les difficultés de migration. L'Afrique connaît plutôt des difficultés en termes de gouvernance des mobilités. On va revenir sur ça. Mais la grande contradiction, au moment où ces jeunes sont en train de partir, le Rwanda, avril 2024, à travers une loi sûreté du Rwanda, a accepté d'accueillir ces populations qui sont entrées illégalement, je veux dire illégalement, au Royaume-Uni, moyennant bien évidemment $3 000 par tête, $3 000 par migrant. Et c'est comme ça que ça a été écrit sur le texte. $3 000 par tête. Chaque migrant qui arrive, pas qu'africain, ça s'appelle un Africain ou bien un Brésilien qui entre illégalement en Angleterre, on peut le rapatrier au Rwanda et l'Angleterre paye $3 000. Dans les textes, ils disent $3 000 par tête. Alors, sommes-nous dans une forme de justification de l'être humain? Pourquoi? Parce qu'à côté, on continue à fantasmer sur la grande démocratie du Rwanda. Mais cette période, on a vu arriver des pirogues en Espagne. Malheureusement, à travers nos médias, on parle de la recrudescence des pirogues. Non, les pirogues n'ont jamais arrêté. C'est la médiatisation qui s'est arrêtée à un moment. C'est la médiatisation. Mais les pirogues ont toujours existé. Et peut-être vous allez être surpris. Les pirogues ont existé depuis 1977. Depuis 1977, les Sénégalais prennent des pirogues pour aller en Espagne. Oui. Si vous allez à la vieille ville à Barcelone, je ne vais pas citer des noms de restaurants, j'ai interrogé des personnes qui sont arrivées en Espagne par des pirogues. À l'époque, c'était la route maritime Dakar-Nouadhibou. Après, c'est Nouadhibou-Las Palmas. Après Las Palmas, à la fin de l'été, les gens se rendaient à Barcelone. Si vous allez au quartier qu'on appelle Vieille Barcelone, vous y trouvez des Sénégalais qui sont arrivés en 1977 par les pirogues. Donc, depuis 1977, on a laissé faire, on a fermé les yeux, on n'a pas pris le temps de comprendre cette route. Et plus tard, l'incompréhension se confirme avec la publication d'un ouvrage qu'on devrait lire quand même, parce que basé sur des idées reçues, et publié par Stéphane Smith, qui s'appelle La rue vers l'Europe, publié à Paris en 2018. Et le livre a été apprécié aussi bien par le président de la République Emmanuel Macron que l'extrême droite Marine Le Pen. Vous avez une idée du contenu du livre donc. Alors, selon Stéphane Smith, les migrations africaines sont à présenter comme étant très élevées et que l'Europe est en danger si on l'espère. Donc il y a une rue, c'est pas forcément le cas, je ne suis pas très sûr. Mais de l'autre côté également, l'incompréhension se confirme. Après le pays de d'arrivée, la France ou l'Espagne, le pays de départ également, il y a une compréhension. Parce que la migration irrégulière est pensée comme étant une forme de suicide. Non. Pourquoi on veut dire que la migration est une forme de suicide? Et il a été dit récemment, désolé de le citer, par le président de la République, qui a été avec Serigne Babacar Sy Mansour, et le président qui dit: je vous demande de parler aux jeunes puisqu'ils vous écoutent. Il faut que les jeunes reviennent à la raison
Parce que le suicide n'est pas accepté par la religion. Et ce que les jeunes ressemblent à du suicide. Quand on voit le nombre de victimes et qu'on perçoit que les jeunes persistent, toujours pour prendre la mer. Référence, Sénégal, 12 septembre 2024. Et pour être sûr que c'est vrai, je me suis permis d'aller écouter l'audio. Ça pose un problème. Est-ce qu'on peut analyser? C'est un raccourci, je suis désolé, c'est un raccourci de pouvoir dire que la migration irrégulière est une forme de suicide. En résumé, d'ici et d'ailleurs, des idées semblent être basées sur des superpositions et des observations partielles, plutôt que sur des faits bien documentés et sur des évidences scientifiques. On ignore beaucoup de choses qui auraient pu nous aider à comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. D'abord, la porosité des frontières, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un cousin, une tante ou bien un oncle en Gambie. Mais est-ce qu'il faut des murs? Non. Impossible, ethniquement, socialement, culturellement, ce n'est pas possible. La Mauritanie, c'est l'arrière-boutique pour beaucoup de gens. Jusqu'en Gambie ou ailleurs. Cette porosité des frontières, elle est là. Mais il faut ajouter un élément fondamental. C'est la superposition des crises au niveau du Sahel. Crise économique, crise institutionnelle, crise sanitaire, crise sécuritaire. Et vous avez vu arriver au Sénégal durant ces 5 dernières années des cohortes de jeunes originaires du Burkina Faso ou bien du Niger, ne serait-ce que ceux qui portent à l'épaule des machines à coudre, ou bien qui ont des paires de ciseaux et qui... Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à théoriser ce qu'on appelle le grand remplacement? Ces jeunes qui arrivent, qui acceptent le boulot proposé, moyennant la maçonnerie et autres. Vous savez, les Sérères ne voyageaient pas. Ils étaient très ancrés à leur territoire. Les premiers Sérères qui ont voyagé, c'était soit pour faire la lutte ou encore la maçonnerie. Mais aujourd'hui, ils sont bousculés parce qu'il y a des Guinéens qui sont dans la maçonnerie. Les rares opportunités d'emploi qui existaient et qui permettaient aux populations de l'Interland de travailler au niveau de Dakar, grâce au Covid, c'était les motos tchak-tchak. Aujourd'hui, on trouve plus de Guinéens qui font motos tchak-tchak que de jeunes Sénégalais. Alors, est-ce qu'on devrait réinterroger ces crises dans l'espace ouest africain si on veut apporter des réponses à la migration irrégulière? Je ne suis pas pour ceux qui disent qu'il faut fermer les frontières, mais il faut repenser les frontières. Aujourd'hui, cette cohorte de jeunes arrivent. Mais l'autre élément, plusieurs de ces populations passaient par le Niger pour aller au Niger y travailler. Mais on a une loi qui s'appelle la loi 2015-36, mise et votée au Niger, qui faisait une criminalisation de la migration. Bien évidemment, il a été possible à l'Europe de tordre le bras au Niger et de mettre en place cette loi. Pourquoi? Parce que le Niger est le dernier passage pour rejoindre l'Europe. Et malheureusement, il faut le dire, cette loi d'externalisation des frontières est une forme d'insulte à la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'il existait le protocole de la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO depuis 1979. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. À part les États d'Afrique sont en compétition, chacun cherche à être le meilleur élève de l'Europe. Le Sénégal en fait partie, la Mauritanie, espérant être meilleur que le Maroc et mobiliser des ressources. Qu'est-ce qu'on a pu voir finalement à travers les discours? Comment mettre fin? On a vu la pauvreté, il faut investir, il faut créer. Mais au moment où il y a ce discours, mais on est bousculé par cette mondialisation qui ne voit pas des paires de Nike ou de cannes de Coca-Cola dans nos espaces. C'est ça la mondialisation. On ne devrait pas limiter la mondialisation en faisant l'apologie des services,
Mais il faut qu'il encourage également la mobilité de ces personnes qui sont des consommateurs. Et du coup, il faut revenir sur cette rationalité des candidats à la migration. Sortir de ce qu'on veut penser comme étant une forme de suicide. Parce que ces jeunes, ils veulent être acteurs de la mondialisation et non des victimes. Ils ont envie d'aller à Virgin pour voir les candidats, voilà, ou les chaussures de les étudiants puisqu'ils font les chaussures Nike. Ce sont des jeunes qui évoluent dans une société où on ne peut définir l'être qu'à partir de son avoir. Ces jeunes vivent dans une société où l'on dit Dundu Gen Day. Dundu Gudé Gen. Dundu Gudé Gen. Vous êtes dans cette famille. Les rares moments où vous êtes informé du mariage de votre propre sœur, c'est pour faire descendre les chaises ou d'accueillir les invités. Mais on n'a pas besoin de votre avis. Ces jeunes vivent dans des familles où en permanence on nous dit Yaradam, jigéen ju am doom. Yaradam mooy jigéen ju am doom bu ni léegi te amul yaayam njëriñ. Donc si je veux avoir du njëriñ à ma mère, elle ne vit plus dans ce monde. Mais on est en compétition dans nos familles. Et quelle est la responsabilité de nos hommes quand on expose nos femmes dans une forme de compétition? La mère des femmes, c'est celle qui reçoit des transferts d'argent de son fils et qui sert un bon poulet à son mari. Barkanala, Nyanala. Il ne faut pas aller loin. Ou bien si on veut aller loin, il y a le changement climatique. Et pour finir, on peut faire une superposition de cartes. Une première carte qui va nous montrer là où il y a des effets néfastes du changement climatique. Et ce sont ces mêmes zones où l'on trouve des départs vers l'étranger. Et cette société n'est rien d'autre qu'une société où c'est le paraître, où la première action à poser lorsqu'on arrive à Paris, c'est de prendre une photo à côté d'un café où l'on nous montre l'image I Love Paris, ou bien c'est la tour Eiffel. Et pourquoi? Parce que partir au sens de yekna, c'est une ascension physique, mais c'est une ascension sociale. Parce que partir, c'est acquérir une sorte de prestige social ou acquérir un capital. D'ailleurs, dans une des villes au Sénégal, à Louga, on était très content d'avoir ce qu'on appelle des transports à demi-entrée pour rassurer la prochaine belle famille et d'être accepté. Alors,